l'occasion du vernissage de l'ouvrage intitulé « L'Afrique et l'ordre néolibéral planétaire, rupture et révolution ». Un livre coécrit par deux éminentes personnalités, à savoir Freddy Mulumba Kabouayi et le professeur Kamana. Le programme d'aujourd'hui, il est tout simple. Nous allons dans un premier temps écouter l'hymne national. Peu après, nous rentrerons dans le vif du sujet puisqu'il sera question de la présentation de l'ouvrage par Maître José Kadima. Il est tout à fait normal en pareille circonstance d'accorder la parole aux auteurs du livre. Donc, nous allons leur accorder la parole, ils vont nous dire leur motivation lorsqu'ils ont eu à rédiger cet ouvrage. Et après, nous allons passer à un débat sur le sujet Congo qu'est l'avenir. Congo qu'est l'avenir, une question cruciale, récurrente, qui va donc faire l'objet d'une réflexion de la part du professeur Kamana. Et ce sera sous la modération de notre estimé confrère, bienvenue Marie Bakoumania. Nous écouterons aussi vos points de vue, suggestions, contributions, questions par rapport donc à ce débat. Et nous écouterons également Maître Manjolo sur la problématique relevant de la qualité de l'élite congolaise. Voilà, à la fin, il est prévu un cocktail, mais aussi la vente de cet ouvrage qui est accompagné d'une interview que le professeur Kamana a accordée à Freddy Mulumba. L'Afrique et l'ordre libéral, l'ordre néolibéral planétaire, rupture et révolution, un livre coécrit par Freddy Mulumba Kabouayi, politologue, journaliste et actuellement directeur général adjoint de la RTNC, la chaîne officielle, et le professeur Kamana, philosophe, théologien. Quelle est la pensée des auteurs? Qu'est-ce qu'on y trouve, Maître José Kadima? Je vous passe donc la parole pour nous en dire davantage. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est un honneur pour moi de présenter ce jour l'Afrique et l'ordre néolibéral planétaire, un horizon critique pour le nouvel homme congolais, ouvrage de Kamana et Freddy Mulumba, deux brillants Congolais chercheurs voués au destin de l'Afrique et du Congo. Ce livre est un diagnostic profond des auteurs qui s'offrent ce jour comme deux médecins au chevet d'une Afrique et du Congo malade des pathologies chroniques. Faut-il au hasard considérer que cette date de la conférence a été prise ainsi? Aujourd'hui, c'est le 2 août 2019. Oui, le 2 août 1998 est une date chargée de souvenirs, un anniversaire oublié mais évocateur de l'aventure meurtrière du RCD Goma, dont les vestiges sont encore fumants à travers les institutions de la République et l'essor du pacte républicain. Si le choix d'un tel jour peut être hasardeux, la charge émotionnelle entourant la mémoire historique devrait impacter l'opportunité de cette rencontre d'élite pour que le passé ne contraigne pas le présent à demeurer son éternel dépendant. Écrit en 320 pages, 3 grandes parties font le corps de ce livre reprenant successivement les défis
pour comprendre les contextes mondiaux actuels et les incidences sur les pays africains. Dans cet effort, le professeur Kamana évoque le nouveau paradigme de vie pour notre temps, la prospérité mondiale et les richesses des nations avant de faire l'apologie de l'éducation citoyenne comme la clé de victoire et le nouvel esprit citoyen, substrat de la volonté et du leadership de changement. Face aux défis décisifs de l'Afrique entre la mondialisation et l'altermondialisation, Freddy Mulumba étale dans la deuxième partie les mutations du monde d'aujourd'hui, les vicissitudes du tournant historique en lançant aux Africains un vibrant appel pour un rendez-vous avec l'histoire. Ainsi, il propose un discours politique africain et un comportement dans le nouvel ordre mondial pour se sauver d'une fatalité programmée. Je vous remercie. Merci, Maître José Kadiman, pour ce résumé, ce brillant résumé de l'ouvrage du professeur Kamana et de Freddy Mulumba. C'est vrai que lorsqu'on lit l'ouvrage de Kamana et de Freddy Mulumba, vous allez sans nul doute changer votre vision, non seulement du Congo, mais aussi du monde. Vous allez passer d'un esprit ordinaire à un esprit bien avisé. Sans plus tarder, nous allons passer la parole aux auteurs eux-mêmes. Ils nous en diront plus. En premier, nous commencerons par entendre Freddy Mulumba. Je lui passe le micro et ensuite nous écouterons le professeur Kamana. Nous, on a pensé avec le prof Kamana qu'il faut quitter l'oralité. Il faut coucher sur un papier. Peut-être ce sont les historiens qui viendront faire le travail. Ce n'est pas le premier ouvrage qu'on a fait avec le prof Kamana. Il y a à peu près 9 ans, on a publié un ouvrage ensemble, interview, intitulé « Le Congo est à inventer ». C'est parce que j'ai rencontré le prof Kamana à Bafoussam. J'ai fait avec lui une semaine pour le faire connaître aux Congolais. Il était déjà connu, mais n'oubliez pas qu'il a passé tout le temps ailleurs. Et pendant cette période que j'ai eu à rencontrer des sommités camerounaises telles que Boussi Boulaga, Kange Wane et les autres. Donc, ce livre n'est pas un fait du hasard. Il y a des choses qui étonnent. Pour un peuple qui a tellement souffert, qui a un passé douloureux, la première chose à faire, c'est s'interroger comment on est arrivé à ce niveau. Ça signifie qu'à partir qu'on est entré en contact avec le monde occidental, à partir de la naissance du capitalisme occidental prédateur, l'Afrique et le Congo souffrent jusqu'à aujourd'hui. Donc, en tant qu'Africains, en tant que Congolais, on a le devoir de jeter un regard dans le passé et de voir un peu où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous partons. Parce que quand vous prenez la situation de l'Afrique et du Congo par rapport au capitalisme, vous allez constater que quand le capitalisme a été créé, je peux dire en Europe, vers le XVe siècle, il y a eu au moins, je dirais un peu, la première révolution, la révolution commerciale. À cause de cette révolution, il y a eu comme conséquence l'esclavage, la tête négrière. On a vendu les Noirs congolais, les Noirs africains en Amérique pour qu'ils travaillent dans les plantations. Et la deuxième révolution, c'est la révolution industrielle, qui a eu comme conséquence la colonisation. Donc pendant 5 siècles, nous sommes toujours dominés. Maintenant, nous sommes dans la troisième révolution du capitalisme, avec la révolution numérique, la révolution des nouvelles technologies. Mais quand je fais le tour de l'Afrique, je voyage beaucoup. Je fais beaucoup de temps en Côte d'Ivoire, tout comme au Cameroun. Ce qui est curieux, c'est de voir que les Africains ne font aucun débat. Au moins les médias publics. Rien. Je m'interroge, je pose la question aux Camerounais.
Je pose la question, même aux Congolais ici, qu'est-ce qui nous arrive? Un peuple qui a tant souffert, pourquoi on est incapable de savoir pourquoi on a été battu, vaincu, pourquoi on est toujours dominé par les autres. Et quand vous regardez les télévisions d'autres peuples, d'autres civilisations, on parle des propres problèmes, on parle d'imitation du monde, sauf chez nous. Les gens sont dans des distractions, dans des questions de bas étage, dans des conflits politiques, tout le monde cherche à manger. Donc ce livre, c'est pour donner une certaine orientation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour nous, Congolais, je pense que la première question qu'il faut se poser est la suivante. L'instabilité qu'on connaît depuis 1994-95 jusqu'à ce jour, ça vient d'où? Aujourd'hui, pour ceux qui sont avisés, vous allez voir que tous les globalistes du monde, que j'ai pu appeler les néolibéraux, sont à Kigali. Il ne faut pas être naïf. Si nous sommes en difficulté, c'est à cause de ces gens-là. Et aujourd'hui, ces globalistes, ces mondialistes ne dépendent de personne. Ils font les affaires. Donc, si nous ne comprenons pas qu'il y a une menace, on va nous faire esclaves. Donc, parler aux jeunes, parler aux responsables politiques pour qu'on prenne conscience. Ici, il ne s'agit pas des individus. Ici, il s'agit du Congo et de l'Afrique. Nous sommes le seul continent et le seul pays qui souffrent beaucoup. Quand vous partez en Asie, vous partez en Amérique, vous voyez que les élites se préparent pour affronter ces mutations. Sauf chez nous. On va faire comment? Voilà pourquoi on a écrit cet ouvrage avec Prof Kamana. Je pense que lui, en tant que philosophe, pourra encore parler et faire une belle analyse par rapport à moi. Je vous remercie. Les chercheurs qui réfléchissent aujourd'hui sur la situation du monde se rendent de plus en plus compte de deux phénomènes sur lesquels nous, Congolais, aujourd'hui, nous devrions aussi concentrer notre attention. Dans le livre que l'historien israélien Noah Harari vient de publier sous le titre « 21 leçons pour le 21e siècle », c'est cet historien qui devient de plus en plus une grande référence dans la recherche mondiale. Il avait publié un livre intitulé « Sapiens » il y a quelques années. Après, il a publié « Homo Deus » l'année dernière et il vient de publier ce nouvel ouvrage. Il montre comment, aujourd'hui, les peuples construisent leur propre récit sur eux-mêmes et imposent ces récits face à d'autres récits qui se combattent, s'entrechoquent, des récits émergent, disparaissent, d'autres naissent et s'autorégénèrent. Et il faut être très attentif à ces récits pour comprendre ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Il résume, par exemple, le XXe siècle autour du récit fasciste, du récit communiste et du récit néolibéral. Et ces récits, nous dit-il, sont des moments où des consciences naissent et s'imposent. Le fascisme, avec Mussolini en Italie, avait pensé que la domination du monde devrait se faire par la violence et que c'est la violence qui va conduire le destin du monde. Ces récits-là a fait long feu. Le récit communiste s'est imposé en Union soviétique. Et c'était un récit qui avait une ambition de pouvoir dominer
le monde par ce qu'on appelait en ces temps-là la dictature du prolétariat, compter sur le peuple et sa capacité de renverser les pouvoirs qui dirigent pour imposer le pouvoir du peuple. Ces récits-là, dit Harari, a fait long feu, lui aussi. Et depuis les années 80, le récit néolibéral, que l'on appelle mondialisation, veut, à partir de l'économie, rassembler le monde entier dans un seul village planétaire et diriger tous les peuples à partir de l'économie comme champ de domination. Ce récit, dit-il curieusement, est en train de s'effondrer. Et nous vivons, dit-il, le moment Trump aux États-Unis. Et Harari dit que ce moment, ce n'est plus ni le récit fasciste, ni le récit communiste, ni le récit néolibéral qui domine, c'est le récit nihiliste, c'est-à-dire il n'y a plus de récit du tout. Et quand il n'y a plus de récit, chacun fait ce qu'il veut et l'impératif est de pousser les États-Unis à imposer leur domination dans un monde nihiliste et sans récit. Et si on s'est demandé, face à cette présentation élégante de Harari, si on s'est demandé, nous Congolais, quel est notre récit? Cela signifie aussi, quel est notre projet dans ce monde-là? Est-ce qu'il y a au Congo des hommes et des femmes qui réfléchissent sur ce que nous voulons être dans ce monde sans récit? Est-ce qu'il y a au Congo des hommes et des femmes qui pensent un projet congolais pour résoudre les problèmes du Congo avec des solutions congolaises? N'y a-t-il pas un nihilisme de ce côté-là où le Congo ne raconte plus un récit dans une Afrique qui est en retard de récit parce qu'il raconte le récit néolibéral et vit sous la domination néolibérale, mais sans avoir un récit propre pour s'imposer dans le monde d'aujourd'hui. Autrement dit, y a-t-il des forces de l'intelligence pour pouvoir conduire le Congo et l'Afrique face aux récits qui ont dominé le monde jusqu'ici? Je crains que nous soyons dans une situation où nous n'avons ni projet, ni récit, et nous sommes entre les mains de ces récits des autres, dont le récit néolibéral qui continue à nous dominer, alors que l'Occident qui nous domine est entré dans un récit nihiliste complètement, ou même dans un monde sans récit. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, et les États-Unis cherchent à imposer cet ordre-là dans le monde d'aujourd'hui. Ça, c'est ce que les chercheurs, c'est dont les chercheurs se rendent compte. Mais nous devons, nous rendre compte de quelque chose d'autre et de plus important. C'est que il faut prendre au sérieux ce que les philosophes appellent aujourd'hui les paradigmes. C'est un terme qui circule beaucoup dans les sciences sociales aujourd'hui. Les paradigmes, c'est-à-dire le cadre essentiel à l'intérieur duquel on se trouve et qui détermine la manière dont nous pensons, dont nous agissons,
dont nous sommes nous-mêmes et surtout dont nous rêvons l'avenir. Jusqu'à ce jour, nous, Congolais, nous sommes dans le paradigme de la défaite. Le paradigme de la défaite. C'est-à-dire, nous pensons à l'intérieur de la défaite qui nous détermine depuis le commerce triangulaire. Quand nous avons rencontré les Blancs, ou quand les Blancs nous ont découverts, comme ils disent, jusqu'à nos jours, nous sommes dans le paradigme de la défaite. Même maintenant, dans un pays comme le nôtre, si vous êtes sensible à ce que les Congolais disent du Congo, vous serez étonné de voir à quel point le pessimisme, le défaitisme sont à l'intérieur de nos esprits. C'est ce que l'humoriste Sai Sai nous a rappelé au deuil de Simaro Lutumba. Il a dit, un humoriste, on a rigolé, mais derrière ce qui nous fait rire, il dit quelque chose de très fondamental sur notre type d'esprit. Il disait quoi? Ronaldo rate un penalty et les Congolais disent Kabila doit dégager. Alors on doit réfléchir. Pourquoi les Congolais disent Kabila doit dégager alors qu'il s'agit d'un penalty que Ronaldo rate en Europe? Et ça a donné notre exemple. On est dans notre aéroport, ça traîne un peu avant que les bagages arrivent. Et les Congolais disent, ah, ça c'est les 100 jours de Tshisekedi. Quand l'humoriste dit ça, cela signifie qu'en profondeur, nous sommes dans la défaite comme structure d'esprit et comme vision de nous-mêmes. Et quand tout un peuple commence à être dans la vision défaitiste de lui-même, on peut craindre qu'il casse son imagination créatrice face à l'avenir qu'il doit construire. Faut-il continuer dans le paradigme de la défaite? Nous avons pensé qu'il faut dire non. Que le paradigme qui nous intéresse, nous, le cadre à l'intérieur duquel nous devons penser, parler, être, agir et imaginer l'avenir, ça doit être le cadre de la renaissance du Congo et le cadre de la renaissance de l'Afrique. Concrètement, cela veut dire prendre la décision de commencer désormais à parler de nous-mêmes en termes positifs. Un langage positif sur nous-mêmes avec les nouvelles générations en train de monter aujourd'hui au Congo pour que naisse une nouvelle conscience des nouvelles générations congolaises sur la place que nous avons ou que nous devons nous donner dans le monde d'aujourd'hui. Quelle est cette place? On a tendance à oublier des choses aussi simples. Par exemple, que nous sommes les deuxièmes poumons de la planète au moment où la planète est préoccupée par les problèmes écologiques. Ça veut dire que nous avons une puissance écologique aujourd'hui dont il faut que nous, Congolais, nous prenions conscience pour dire, désormais, écologiquement parlant, le monde dépend de nous. Alors il faudrait que cela se voie, que le monde dépend de nous, parce que les Congolais ont conscience que personne d'autre ne va venir dans notre pays et décider de ce que nous devons faire.
cela signifie aussi que même dans les champs politiques dans lesquels nous sommes, où nous avons l'impression aujourd'hui que ça traîne, le gouvernement qui doit être proclamé, on ne sait plus s'il y a une base politique pour construire le pays, on ne sait plus vers où on va, mais nous rappeler que le langage, ce n'est pas de nous interroger pour savoir si ça va aller ou pas, mais de décider que ça doit aller. Et quand on veut décider que les choses doivent aller comme nous voulons qu'elles aillent, à ce moment-là, on prend des attitudes très claires pour comprendre ce qui se passe dans le paradigme de la Renaissance. Une fois que cette base-là est posée, nous devons maintenant aller vers les 8 révolutions indispensables à notre pays aujourd'hui. 8 révolutions pour lesquelles tout Congolais, toute Congolaise, consciente de ce que nous avons à construire comme avenir, révolution que chacune doit faire, que nous devons tous réaliser pour que le Congo soit le Congo que nous voulons, le Congo de notre volonté, le Congo de notre imagination. Et je voudrais vous parler de ces révolutions-là, qui sont en fait des révolutions qui nous indiquent où nous devons aller. Ce ne sont pas des révolutions pour nous interroger encore sur ce que le Congo est capable de faire ou pas. Non, c'est des révolutions que nous allons faire, parce que nous ne pouvons pas ne pas les faire. Au bout de ces années passées dans une indépendance chaotique, nous avons atteint le fond. Il nous reste à donner le coup de pied pour commencer à remonter et reprendre de l'air, reprendre du souffle et construire l'avenir que nous devons construire en ayant un langage positif sur nous-mêmes, en ayant en même temps une volonté positive de réussir. Un Congolais d'aujourd'hui ne peut plus être l'homme de la défaite. Il ne peut plus être l'homme de jérémiade sur ce qui ne va pas dans son pays. Il ne peut plus être celui qui croit que son pays va éternellement avoir un destin décidé de quelque part ailleurs. Et c'est peut-être pour accomplir ces révolutions qu'il faut comprendre ce qu'en politique, nous nommons maintenant la coalition. La coalition. C'est un moment important dans notre pays qu'un concept comme celui-là naisse, mais que les gens donnent l'impression de ne pas en comprendre les enjeux. Eh bien, les enjeux, ce sont les 8 révolutions dont je vais vous parler maintenant. La première révolution que nous devons faire, ou que nous faisons pour ceux qui croient à l'avenir de ces pays, c'est la révolution de nos rationalités, nos types de rationalités. Quels sont les types de rationalités qui doivent aujourd'hui dominer dans la société congolaise? Jusqu'à nos jours, nous travaillons sur des rationalités
négative. C'est-à-dire de penser que nos problèmes auront des solutions ailleurs. C'est-à-dire Fonds monétaire, Banque mondiale, structure néolibérale, et imaginer que ces structures-là trouveront des solutions pour nous. Avec une telle rationalité, il n'y aura pas de solution pour nous, parce que ce sont des solutions qui viendraient des mondes qui n'a plus de récits autres que le nihilisme où il voudrait que nous soyons. Donc un Congolais nouveau, donc ce que nous prétendons ou nous voulons être aujourd'hui, c'est le Congolais qui ne croit pas que les problèmes du Congo viendront, les solutions aux problèmes du Congo viendront de l'extérieur. Notre pays. Aujourd'hui, nous sommes perdus dans ce type de rationalité religieuse. Et s'il y a tant de lieux où on prie au Congo aujourd'hui, ça signifie que quelque chose ne va pas dans nos types de rationalité. On attend que Dieu intervienne, alors que Dieu ne peut pas intervenir dans un pays à qui il a tout donné. Il ne peut pas. On ne peut pas nous avoir donné ce pays qui est l'un des plus riches du monde et attendre que Dieu descende pour faire le travail que nous devons faire nous-mêmes. Dieu n'interviendra pas. Dieu ne répondra pas aux prières des Congolais. Ils peuvent nuit et jour, comme ils le font, dans une rationalité de débilité visible, mais ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas aller dans cette direction. Il faut casser complètement cette foi dans une métaphysique libératrice qui vient d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut avoir des rationalités d'imagination créatrice et des rationalités des hommes et des femmes qui cherchent des solutions congolaises aux problèmes du Congo. C'est capital. Deuxième grande révolution que nous devons assumer aujourd'hui, c'est la révolution des valeurs. Il n'y a pas un pays dans le monde où on entend le mot antivaleur autant que dans notre pays. Les antivaleurs, c'est devenu quelque chose qui fait partie du vocabulaire congolais parce que ça fait partie de ce qui se passe dans le cerveau des Congolais. Il y a des valeurs sur lesquelles un pays ne transige pas. Des citoyens ne transigent pas parce que sans ces valeurs, il n'y a pas d'avenir possible. Il est impensable que dans un pays comme le nôtre, la corruption s'efface à ciel ouvert pour les élections. À ciel ouvert. Et que tout le monde sache que ça se passe comme ça et que personne ne dise non. Le nouveau Congolais ne peut pas adhérer à ces systèmes d'antivaleurs parce que ça tue notre pays. Et nous sommes responsables de cette destruction aujourd'hui. Il faut des valeurs. Et ces valeurs, nous les avons eues dans notre histoire. Nous avons des hommes qui les ont incarnés. Nous avons des femmes qui les ont incarnés. Nous avons Kipavita. Nous avons Simon Kimbangu. Nous avons Lumumba. C'est des gens qui ont incarné un certain nombre de valeurs. Et même ceux qui ont incarné des antivaleurs nous ont donné toujours le sens des valeurs comme quelque chose d'essentiel. Quand je parle de cela, je parle de celui que vous connaissez, qui a bien détruit ce pays, c'est Mobutu. Mais c'est quand même l'homme qui nous a demandé d'être authentique, de ne pas avoir une âme d'emprunt, de ne pas avoir un langage d'emprunt. Ça veut dire, au moment où il détruisait, il savait lui-même que les valeurs pour construire ces pays sont là. Et
Et il faut reprendre le sens des valeurs. Les nouveaux Congolais doivent faire la révolution des valeurs. Troisièmement, il y a la révolution du sens. Un pays doit savoir où il va, doit se donner un horizon, doit tracer une voie pour que cet horizon-là soit visible. Et notre horizon, c'est l'horizon de la grandeur. Lumumba disait bien, si Dieu nous a donné un grand pays, c'est pour que nous soyons grands. Nous ne pouvons pas être considérés comme des petits Congolais, comme je les vois, qu'on nous regarde dans les ambassades, quand on est dans les aéroports européens, ou même quand on voit qu'il y a des Congolais qui cherchent toujours, des jeunes qui cherchent à aller ailleurs et tout ça, on nous regarde comme un petit peuple. Alors que notre sens, c'est la grandeur. Notre sens, c'est la puissance. Notre sens, c'est le récit positif de l'homme congolais sur l'homme congolais et sur la situation du pays. Et il est impensable que nous puissions continuer à imaginer que nous allons vers le non-sens. Non, nous avons le sens, et le sens, c'est la puissance, c'est la grandeur, c'est la joie d'être congolais. C'est la capacité, comme dans le temps, quand on avait nos abacos et qu'on s'est promené en Belgique, on était étudiants à ce moment-là, mais il n'y avait aucun petit Belge qui pouvait venir nous regarder comme des gens sans importance. Nous étions importants parce que nous étions des Zaïrois ayant le sens de la puissance et de la grandeur. Et il ne faut pas qu'après tout ce que nous avons vécu, on soit considéré maintenant comme des gens de rien du tout. C'est donner un sens, s'accrocher à ce sens et avancer vers ce sens. Quatrième révolution, c'est la révolution de l'organisation. L'organisation. Parce qu'un pays comme le nôtre, il suffit qu'il soit organisé pour qu'il devienne ce qu'il est, c'est-à-dire la grande puissance de l'Afrique. Vous ne savez pas combien d'Africains comptent sur le Congo pour la libération de l'Afrique. Depuis Cheikh Anta Diop, le grand Sénégalais, il était convaincu que la révolution se ferait en Afrique quand le Congo prendra la place de la locomotive de ce continent. C'était un Sénégalais. Notre voisin ici, Théophile Obenga, chaque fois qu'il vient à Kinshasa, qu'il fait des conférences dans les universités ou dans les milieux intellectuels, il ne cesse de rappeler que l'Afrique doit s'unir et que la capitale, ça sera Kinshasa. Parce que Kinshasa a la vocation de cette libération de l'Afrique. Mais il faut que nous nous organisions pour cela. Et Boussi Boulaka, le grand philosophe camerounais, lui disait tout simplement, si le Congo s'éveille, toute l'Afrique ressuscitera. Notre vocation, c'est celle-là. Et pour ça, il faut qu'on s'organise. Tout à l'heure, j'étais étonné quand je suis arrivé. J'ai regardé la gare. Vous voyez ici. Notre gare centrale, là, est vide. Dans un pays où, selon Stanley, les chemins de fer étaient la clé. Stanley avait déjà vu que c'était la clé. Mais nous, on a détruit même le chemin de fer. Comment voulez-vous qu'on avance si on ne sait pas s'organiser avec des Congolais qui comprennent que l'organisation est la clé? Il faut cette révolution-là, surtout pour les nouvelles générations. Puis hier, j'étais à Boma pour les collations des grades à l'université Joseph Kasavubu et j'ai vu toutes ces générations
enthousiaste, heureuse, des diplômes que tout le monde brandissait avec photos, selfies et tout. Mais dans ma tête, je me demandais, mais tous ces diplômes-là, ça va servir à quoi si on n'a aucune organisation pour que ces gens-là puissent s'imposer? Il faut nous organiser. Cinquième révolution, ça sera la révolution de l'action. Les Américains et les Chinois le savent bien. Quand vous faites, pour ceux qui sont dans les réunions internationales avec les Chinois et les Américains, ils savent qu'à la fin, il y a toujours la question, et puis on fait quoi? On fait quoi? Ça, c'est une question capitale pour nous les Congolais aujourd'hui. Nous sommes dans l'alternance, nous sommes dans la coalition, il faut se poser la question, on fait quoi? Mais c'est une question d'une révolution profonde. Les jours où nous serons, c'est que nous voulons faire. Et il faut le savoir aujourd'hui, c'est une grande révolution. Je viens de vous donner là les 5 révolutions qui, du point de vue de la théorisation de ce que nous devons être, de ce que nous devons vivre, de ce que nous devons réaliser et surtout des rêves que nous devons avoir. Il faut avoir ces 5 révolutions dans nos têtes. Mais il y en a 3 autres qui sont du domaine du concret. Souvent, on nous pose toujours la question, mais par où faut-il commencer? C'est que mes étudiants me demandent toujours à l'université alternative que j'ai fondée à Goma pour discuter avec les jeunes des problèmes de notre pays. À chaque fois, les jeunes me demandent toujours, mais professeur, par où faut-il commencer? Parce qu'ils savent, ils sont tellement dans le paradigme de la défaite qu'ils ne voient pas par où il faut commencer. Ah bien, je leur réponds, il faut commencer par l'éducation des femmes congolaises. Cela, aujourd'hui on dit genre. Ce qu'on veut dire derrière ce genre, ça veut dire, est-ce que vous avez une énergétique féminine capable d'échanger l'homme congolais et la société congolaise, oui ou non? Et souvent c'est non. Parce que nous n'avons pas investi dans le potentiel féminin pour pouvoir changer ce pays. Et je donne toujours aux jeunes la grande maxime, on dit, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Alors moi, je rétorque. Je rétorque, j'ai dit, mais or, il y a beaucoup de petits hommes au Congo. Pourquoi y a-t-il tant de petits hommes au Congo? Eh bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de petites femmes. Oui, c'est ça notre problème. Il y a trop de petites femmes ça fait qu'on n'a pas une base éducative solide. Si on produit tant d'hommes faibles, aliénés, extravertis, des organisations, c'est qu'il n'y a pas de mamans dès le départ pour donner ce qu'il faut qu'un homme soit. Parce que là où la maman dit c'est que l'homme doit être, l'homme le sera. Je l'ai vu dans la société israélienne, juive actuellement. Le rôle de ce que la maman doit dire tous les matins à l'enfant, c'est quelque chose de religieux, de sacré. Or, on dit toujours, ton ancêtre était esclave en Égypte. Dieu nous a choisis comme peuple. Et puisque nous sommes choisis par Dieu, là où tu vas, tu dois être celui qui indique la route, quoi. Ça fait que si vous avez un juif dans nos universités, il sera premier. Parce que sa mère lui dit toujours ça.
il faudrait commencer par l'éducation des femmes. 7, je l'ai déjà signalé, c'est l'écologie. Le Congo est une puissance écologique. Et il devrait être aussi une grande puissance touristique. Or, notre politique écologique, comme notre politique touristique, c'est la catastrophe dans l'ensemble. Avoir les étrangers, avoir le visa pour venir chez nous, c'est la croix et la bannière. Et je me demande toujours, de quoi avons-nous peur? Ou de qui avons-nous peur? Est-ce que le Congo peut avoir peur de quelqu'un? Est-ce que le Congo peut dire, nous avons des voisins qui peuvent nous attaquer? Mais qu'ils essaient. Qu'ils essaient. Et à ce moment-là, on leur montrera qui nous sommes. Parce que l'écologie, ça nous donne la puissance de nous imposer partout. Nous pouvons décider que personne ne touchera à notre forêt et que la puissance de la respiration planétaire que nous avons sera notre force. Il faut une politique de ce côté-là. Et il faut une politique touristique. Nous avons, par exemple, un poids touristique énorme. Si nous mettons comme voie touristique le chemin de Stanley. Stanley est parti de Zanzibar jusqu'à la mouchure du Congo. Là. Mais il faut faire ça pour que les Blancs viennent faire. En Belgique, chaque fois qu'il y a une émission humoristique qui se termine toujours par le Congo, mais pas en disant tout ce que vous racontez là ne nous rendra pas le Congo. Alors il faut leur redonner le Congo en leur accordant le tourisme dans notre pays et en gagnant de l'argent. Le Sénégal que vous connaissez bien. Mais le Sénégal a dans son budget quelque chose, je crois que c'est un quart du budget consacré au tourisme. Mais qu'est-ce qu'il y a de tourisme là-bas? C'est aller au bord de la mer et puis c'est le sable. Mais nous avons tous les climats ici. Il faut une politique organisée du tourisme. Enfin, mais c'est pas le moindre, hein, c'est ce que Harari nomme la révolution de l'infotech et de la biotech. C'est la révolution scientifique actuelle, hein, que nous avons, nano machin, bio machin. On a tellement dans ces domaines-là, l'espoir est immense. Et il faut que là-dedans nous soyons. Mais quand je vois ce que nos universités consacrent à la science, à la technologie, à la recherche, je ne sais même pas si nous y consacrons quelque chose. La preuve, hier à Boma, il y avait 126 médecins qui venaient de sortir, ils ont eu leur diplôme. Et il y avait seulement 4 ingénieurs. Et ça, c'était significatif. Il faudrait qu'on renverse la tendance et que l'éducation technique, technologique, soit la grande éducation. Et que on redonne maintenant à l'ensemble du système éducatif une dynamique culturelle où nous soyons créatifs. Les jeunes à Goma sont toujours préoccupés par ces problèmes. On vient d'ouvrir les frontières de nos pays pour que nous puissions circuler. Ça, c'est le grand projet de l'Union africaine, que nous puissions circuler, que nous puissions acheter et vendre partout où nous le pouvons. Et les jeunes me demandent toujours, et nous, qu'est-ce que nous allons vendre?
Et ils se rendent compte que nous ne pouvons pas vendre au moment où on ouvre. Ça veut dire que les autres vendront chez nous et nous n'aurons rien à vendre. Est-ce que nous, là, Congolais, nous pouvons être un petit peuple qui n'a rien à vendre et qui achète tout? J'organise des réunions avec les jeunes Rwandais à Goma. Chaque fois, ils sont toujours scandalisés par quelque chose. C'est le thé le matin. Quand on offre le thé, nous avons le thé ougandais et le thé rwandais. Alors ils me disent, mais vous n'avez pas de thé ici? Pourquoi il faut que ça vienne du Rwanda et de l'Ouganda? C'est pas normal. Parce que les révolutions scientifiques qu'il faut faire dans nos têtes, ce n'est pas encore fait. Eh bien, la bataille de l'avenir du Congo se joue autour de ces révolutions dont je viens de vous parler. Et le livre est une manière de dire sous plusieurs angles ces révolutions que nous devons assumer. Sommes-nous prêts à les faire, oui ou non? Et ma réponse est que nous devons être prêts à faire ces révolutions et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Kamana, pour ces 8 révolutions indispensables. Je vous propose d'en retenir 2 essentielles. La révolution de nos types d'irrationalité et la révolution d'action. Lorsqu'on aura repensé nos rationalités, nous les aurons positivées. L'action qui s'en suivra sera des qualités et tournée vers le développement de notre pays, vers la requalification de notre vécu quotidien, la requalification du vécu quotidien des Congolais. Héraclite nous dit le savoir est le soleil qui illumine ceux qui les reçoivent. Et à ses côtés, un contemporain, Parménide, nous dit dans la vie, il y a la vérité, il y a les opinions. Je constate qu'en RDC, la promotion des opinions prime sur la vérité, donc la raison. Malheureusement, cette primauté des opinions est véhiculée par ceux qui sont censés conduire les affaires de la nation dans tous les compartiments, malheureusement. Alors, cette faillite, peut-on la corriger? Il me semble que oui, en plongeant dans les conservatismes qui est nôtre. Les récits, comme on a dit, il faut les récits. Avons-nous un récit? Oui, nous l'avons, mais malheureusement, nous avons subi la théorie du remplacement. C'est-à-dire que ces théories qui ne s'appliquent pas simplement sur les plans humains, au sens où les humains remplacent les autres humains dans leur espace vital, mais il y a aussi le fait qu'une mentalité venue d'ailleurs, notamment vous soumettant au rang des sous-humains, d'inférieurs, vous colle à la peau et font que vous réagissez en permanence de sorte. Ce qui fait que l'autorité sur vous-même est complètement perdue et cette servitude qui a été imposée au départ devient volontaire. Comment voulez-vous, un pays comme le nôtre, la RDC, inventeur de mathématiques, avec les bâtons du chameau, nous soyons les pays wagons, dernier wagon, et qu'on n'en parle jamais, qu'on ait évacué de l'espace de discussion et de la réflexion le fait que nous sommes les précurseurs de ce qui fait le monde actuel. Comment voulez-vous que Conan Doyle, dans son texte sur les crimes du Congo, nous dit, il reprend la correspondance de Stanley qui s'adresse à un de ses amis, qui dit ceci: je suis arrivé à Irebu, la populeuse Venise du Congo. J'y ai trouvé un début d'industrie, la connaissance parfaite de la géographie, le commerce organisé
y compris la diplomatie. Si ce peuple suit son chemin, il ira loin, à sa façon bien entendu. Ces pays-là n'existaient plus. Comment voulez-vous que nous vivions dans un pays dont l'identité est ignorée complètement? Le phare d'Alexandrie étant l'intellectuel, l'élite, qui est censé apporter cette lumière d'Héraclite sur la population, ces mêmes phares d'Alexandrie apportent l'obscurité. Partant, il est difficile de s'en sortir. L'identité nationale congolaise, l'a-t-on déjà définie? Il me semble qu'à ce jour, non. J'ai eu à discuter pendant un moment avec les professeurs Elika Mbokolo sur notre histoire et les tranches d'histoire. Il partait du principe que la tranche 1885-1960, c'était une et une seule tranche, pas deux. C'est la tranche du remplacement et de la dénaturation de notre être. Alors, quelques solutions peuvent être envisagées lorsqu'on doit se replonger dans ces conservatismes antiques qui nous permettent non seulement de définir notre identité, mais de se projeter parce qu'on aura un récit. Sur ces points précis, il y a les études de M. Soye qui dit qu'arrivé en RDC, il a trouvé qu'effectivement l'organisation sociale des entités précoloniales disposait qu'il y avait un monarque et en dessous du monarque, il y avait les sages, donc les philosophes, qui organisaient les règles de la société. Il n'y avait ni opposition, ni majorité. C'est le modèle congolais qui d'ailleurs, qui est récupéré aujourd'hui, on voit que la Chine fonctionne avec ces modèles-là. C'était donc les sages de la société congolaise qui organisaient les règles en fonction de nos réalités, de sorte à ce que ces règles soient, ou aient été, et sont d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, raisonnables. Et ces règles devaient être portées par les gens vertueux. Bizarrement, on retrouve cette formule dans le triptyque socratique, la raison, la vertu et le bonheur. Or, la RDC pratique ça depuis la nuit des temps. Ne pouvait prétendre gérer la cité ou organiser un pan ou piloter un pan de la cité que celui qui avait maîtrisé les règles de la sagesse du domaine. Et ce même personnage ou cette personne devait être vertueuse. Regardez dans nos villages la manière dont on taxe les gens les uns les autres. Il suffit d'un travers pour être défenestré de l'espace public. Toutes ces règles sont portées disparues. Parce que le travail n'a pas été fait par les institutions appelées à pouvoir le faire, c'est-à-dire les universités. Nous sommes le seul pays qui n'a pas conscience de la nécessité de la recherche fondamentale et appliquée. Nous sommes le seul pays qui n'a pas travaillé sur sa philologie, sur son archéologie. Là, c'est Moudimbe. Qui n'a pas compris qu'il a toujours été les pays, ces fameux pays des commencements et des inventions. Kamana. Ngal nous dit qu'il est nécessaire aujourd'hui de procéder à la réterritorialisation. C'est-à-dire que l'intellectuel ou l'élite est appelé non seulement à suivre la logique de la raison qui répond à ses propres règles et non à la logique, ce que j'appellerais aujourd'hui, pour paraphraser un Français, Pascal Boniface, la passion contemporaine. Et regardez bien l'action intellectuelle aujourd'hui, c'est une action qui est liée à l'ère du temps. Ce n'est pas une action qui est liée à la réflexion profonde, tirée des scories de notre histoire, tirée de l'archéologie moudimbienne ou des commencements des Kamana, mais c'est tiré tout simplement de l'ambiance du moment. Il n'y a pas d'élite à ce titre-là. Il y a les accompagnateurs au fait de l'actualité. L'élite doit se déchirer, doit couper les ponts entre l'ambiance quotidienne
aller vers les sources de la raison, de sa raison, la RDC comme volonté et comme représentation. Est-ce qu'on y a pensé? J'ai constaté, malgré moi, une difficulté particulière. Et d'ailleurs, comme le disait tout à l'heure Kamana, j'ai enseigné à l'ENA, École nationale d'administration. C'est quasiment les 3e cycles, ce sont les gens qui sont appelés à pouvoir diriger, gérer l'administration congolaise, les très hauts fonctionnaires. On devait parler d'intégration régionale. On constate que nous avons enjambé un pan entier des possibilités. Nous sommes dans l'intégration régionale sans avoir réalisé l'intégration nationale. De la même façon, on a sauté un certain nombre d'éléments d'histoire. Nous n'avons pas appris à domestiquer les bêtes des traits pour faire les champs notamment. On est sorti des messages simples au téléphone portable, sans passer par tous les mécanismes qui permettent de pouvoir non seulement recevoir le processus, mais comprendre et maîtriser. Et là, je parle de la culture d'autrui, et la nôtre, effacée complètement, remplacée. Et celle dont on utilise actuellement, on ne la maîtrise même pas. Alors, l'élite, il y a un problème par rapport à l'élite. Qu'est-ce donc l'élite? C'est cette catégorie de personnes qui ont pour vocation de pouvoir illuminer les autres sur base des éléments raisonnables. Mais quand vous constatez l'évaluation qui est faite aujourd'hui de la situation congolaise, il y a ce que les philosophes appellent l'idiosyncrasie. C'est-à-dire les comportements même au départ de sa propre situation donnent des résultats qui correspondent à sa propre vie. C'est-à-dire quelqu'un qui a couru les universités pour avoir un doctorat parce que ce doctorat lui permettait d'accéder à un ministère ou à un poste plus élevé. C'est ça le processus. C'est l'honneur du diplôme à faire valoir dans les panoramas des institutions, de sorte à bénéficier des facilités. Et ces facilités sont tirées d'où? Du trésor public. Donc de la corruption qu'on démontrait tout à l'heure. Finalement, le fait que celui qui est censé être l'élite s'est comporté de sorte, donc l'idiosyncrasie, tous ceux qui les suivent trouvent normal de produire la même chose. Donc, la toxicité des comportements de ceux qui sont censés pouvoir montrer le chemin se répand dans toute la société. Finalement, nous sommes dans une société complètement polluée et toxique. Alors, il faut dépolluer. Comment faire? Je suis contre l'idée du scandale géologique. C'est une idée farfelue qui ne sert quasiment à rien du tout. On doit la réformer. Je suis pour qu'on revienne au scandale de l'intelligence. Illustration simple et rapide. Une tonne de cobalt actuellement est entre 30 et 35 000 $. La RDC, avec les codes modifiés, les codes miniers modifiés, peut percevoir plus ou moins 10%. 10% des 35, ça fait 3 500 pour l'État. Les entreprises minières qui sortent ça ont des parts dans toutes les structures des GAFA. La tonne vendue, sortie de la RDC, qui n'aura encaissé que 3 500 $, dès qu'on y injecte de l'intelligence, ça produit plus ou moins entre 7 et 10 milliards $. Alors, entre vous qui êtes scandale géologique et ceux qui sont scandale de l'intelligence, il n'y a pas photo. Les téléphones portables que nous avons en main, pour en fabriquer un millier ou des dizaines de milliers, il faut à peine une tonne de cobalt plus
d'autres alliages, mais l'essentiel est l'intelligence qu'on y injecte. C'est ça. Ce qui fait que, finalement, les travaux qu'on aurait dû faire avec des grands ministères, notamment celui de la culture, qui doit mettre en perspective ce que nous sommes, ce que nous avons été, notre puissance. Il n'y a que volonté de puissance qui fasse que le peuple puisse se regarder en face et soit fier de lui, et qui se projette. Quand nous sommes dans les concerts de nations, nous nous prévalons de la science d'autrui. Comment voulez-vous être l'inventeur des mathématiques? Il y a plus de 20 000 ans, je ne vous parle pas d'hier, les bâtons du Shango, il y a plus de 20 000 ans. Et que la RDC n'apprend même pas ça à l'école. Les épopées de Kimpavita, on n'apprend pas ça à l'école. Or, cette vaillance aurait été nécessaire d'être inculquée aux jeunes gens. Lorsqu'on entend l'hymne national, qui à mon sens aujourd'hui, il manque beaucoup de choses parce que notre identité n'y est pas réellement imprimée. Les gens s'arrêtent au son de l'hymne national, pas parce qu'ils font corps avec cet hymne, ils ont peur du policier. Mais si vous leur dites que cet hymne est tiré du plus grand génocide, si vous y injectez effectivement les éléments du génocide léopoldien, pour information, pour ceux qui ne savent pas, lorsque en 1883-85 on finalise les processus de la partition, le Congo a plus ou moins 25 millions d'habitants. En 1908, nous sommes à moins de 13 millions. Donc, quasiment la moitié de la population a été décimée. C'est le tout grand génocide que la Terre n'ait jamais connu. Mais cet élément n'est ni enseigné dans nos écoles, qui fondent notre identité nationale, n'a jamais été enseigné. Et si jamais on l'a enseigné, c'est de manière superficielle, n'est pas incorporé dans nos idiomes, dans notre compréhension de ce que nous sommes. On est Congolais parce qu'on a subi d'abord ces génocides. Autrement, les Kuba et les Congo et les Songé n'avaient rien à voir, les uns et les autres sont des entités autonomes. Mais le ciment qui est tiré de cet aspect majeur est le point de départ de notre identité nationale, un pilier majeur de la nation. J'ai eu le malheur de pouvoir discuter avec un professeur de la faculté des philo et lettres qui est décédé, qui était mon encadreur en philosophie d'ailleurs, à Saint-Louis en 3e cycle, qui est fils de colons, et qui me contestait ça en disant, mais écoutez, vous savez, à cette époque, il n'y avait pas encore Nuremberg, par conséquent, cette définition n'était pas applicable. Et je lui ai répondu que, mais bizarrement, l'Arménie, c'est aussi avant Nuremberg. Mais il s'avère que l'Arménie, on a reconnu qu'il y avait eu un génocide. En vertu de quoi on ne peut pas reconnaître pour la RDC. Et ouvert comme il était, il me dit, mais il appartient à votre pays de faire la démarche. Dernièrement, c'est les Nations Unies qui font la démarche pour dire qu'on ne peut pas avoir les statuts d'un dictateur sanguinaire, d'un génocidaire érigé partout en Belgique. Donc la RDC, sans cette définition-là, nous sommes une sorte de chauve-souris. On n'est ni vraiment congolais, parce qu'on ne sait pas c'est quoi être congolais. Les blocs historiques selon Eli Kambokolo, les commencements selon Kamana, commencement, invention, créativité, récupérer notre territoire intellectuel et mental selon Gall, l'archéologie selon Mudimbe. Tous ces éléments qui structurent notre identité n'ont jamais été mis en perspective parce que, finalement, je suis désolé de pouvoir le dire, il me semble qu'on n'ait jamais eu dans ces pays les ministères de la culture. Parce que la culture, ce n'est pas ça. La culture, c'est le point d'ancrage d'une civilisation et non un marqueur ou un syndicat d'une corporation, et en l'espèce ici, de la musique. La musique congolaise est riche, elle est même savante, mais c'est un pan, un paramètre, un élément de la culture. La culture, c'est ce que vous êtes, d'où venez-vous, qui avez-vous été, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous protégez, qu'est-ce que vous partagez avec les autres. Votre identité, c'est quoi? Tant qu'on n'a pas eu une élite qui se dégage totalement et qui fonctionne sur cette logique
propre pour projeter un nom sur l'idiosyncrasie complètement dénaturée, on aura toujours des problèmes. Merci. Merci.